La chute du surhomme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune homme qui avait tout pour réussir. Un esprit parmi les plus brillants, une fine compréhension du monde, des rapports sociaux et des logiques de pouvoir. Un esprit rationnel qui se vantait de comprendre l'amour. Un homme que les adeptes de Nietzsche auraient volontiers qualifié de surhomme. Et qui pourtant sombra dans une folie, se prit les pieds dans le tapis de la vie, ce qui l'emmena jusqu'à sa tombe. À travers le roman Au bord de la vaste mer de l'auteur suédois August Strindberg et son personnage principal Axel Borg, j'aimerais vous proposer 3 réflexions sur la mort du surhomme, sur les dangers de l'attitude archétypale de l'être supérieur. 3 pistes de pensée philosophiques pour votre quotidien, pour vous prémunir, vous et vos esprits, contre l'écroulement de l'homme dont les principes sont si forts qu'il se retrouve prisonnier et seul au fond de ceux-ci. Des côtes d'une petite île de l'archipel de Stockholm jusqu'à la mort d'Hercule, en passant par le mythe de Pandore, je vous emmène dans une expérience de pensée artisanale à la poursuite de cette question entêtante. Pourquoi l'homme supérieur, le surhomme, le supposé alpha, sombre-t-il toujours d'une façon qui nous apparaît terriblement banale et idiote ? Et plus encore, que pouvons-nous en conclure pour nos esprits et pour nos vies ? Analysons ensemble la chute du surhomme. Bienvenue au Dolmen. Nietzsche et la mer Baltique. Notre quête commence en 1850, sur un petit bout de terre suédois, la tête dans la mer Baltique, au nord de Stockholm. Sur une petite barque sans prétention, un équipage s'active à l'approche du port de l'île. Parmi ceux-ci, un jeune homme, à l'allure fine et au regard clair. Son nom, Axel Borg. Âgé d'une bonne trentaine d'années, il est le nouvel inspecteur des pêches de l'île, mandaté par le ministère pour venir y contrôler et réglementer la pêche. Axel est un homme comme on en croise peu, doté d'une très grande intelligence, passionné de sciences naturelles et de tout ce qui touche de près ou de loin au vivant. Il est de ces esprits qui ont la capacité de faire avancer l'humanité par sa force de travail et sa capacité à imaginer de nouvelles structures. C'est un esprit raffiné qui se permet de juger toute vie, qui ne supporte pas la médiocrité et qui la fuit autant que possible. D'une phrase, Axel est l'incarnation du principe nietzschéen du surhomme. Alors qu'il s'installe sur l'île et commence à prendre contact avec les locaux, pour beaucoup de simples pêcheurs sans éducation, nous nous rendons rapidement compte que toute son existence est tournée autour des commandements nietzschéens. Le portage de valeurs supérieures, le refus de toute mystique religieuse, de tout ésotérisme, au profit de la seule volonté de puissance de l'être qui insiste et perdure dans la vie, qui accepte la fatalité du destin et de l'existence. Le nouvel inspecteur des pêches passe de longues heures à contempler la nature. Mais ce n'est pas la poésie de celle-ci qu'il admire, c'est sa puissance, sa capacité à survivre. Axel Borg ne regarde la nature que sous sa forme darwinienne. Il juge le beau à partir de ce qui domine, de son efficacité. Il ne feint pas l'intelligence, il l'est véritablement. Observateur, curieux, déterminé, appliqué, il inspire et respire la puissance. Maître de ses émotions, il reprend et incarne les grands principes stoïciens. Il contrôle tous ses sentiments, les analyse, ne se laisse pas envahir par ses émotions, qui risqueraient de l'éloigner de sa tâche, de son travail intellectuel. À plusieurs reprises dans le récit, il s'insurge contre ces simples pêcheurs à la vie bruyante et primitive, dont l'instinct dicte l'action, les considérant comme des formes inférieures de l'humain. Axel est cet homme qui élève la raison
au-dessus de toutes les folies des hommes, qui en a fait son étoile et l'énergie de sa conquête. Dans sa petite maisonnette, non loin de la berge, il passe de longues heures à tabler à son atelier, à étudier divers problèmes scientifiques de son époque, à essayer de comprendre l'humain. Mais vous l'aurez compris, avant que je ne le dise, tout ceci va très mal terminer. Car notre surhomme, du haut de son excellence intellectuelle et de son mépris pour le vulgaire, pour l'affect et pour la médiocrité des hommes, va sombrer dans une terrible folie. Son âme va sécher à l'intérieur de son corps comme du goémon au soleil. Et de cette chute, je vous propose de tirer quelques enseignements pour nos vies individuelles, pour nous prémunir contre l'écroulement de l'homme qui oublie 3 principes fondamentaux et qui seront mes 3 tentatives d'enseignement dans cet épisode. Nous avons besoin d'être jugés, on ne se coupe du sentiment qu'à son dépens, et toute rigidité attire Pandore. Le nécessaire jugement. Nous voulons tous être jugés. Plus encore, nous en avons tragiquement besoin. Voilà une vérité que nous ne devrions pas perdre de vue. Axel, lui, comme bien des esprits aujourd'hui, feint de pouvoir se passer du jugement de la foule. Il ne vit que pour lui, tire de lui-même sa propre satisfaction. Le surhomme ne dépendrait de rien ni de personne, car le lien l'avilit, le rend assujetti et donc faible. Voilà ce que se raconte notre inspecteur des pêches, tout brillant qu'il est. Il s'étale d'ailleurs longuement sur ses capacités à ne pas se soucier de l'avis du bas monde sur lui, qu'il regarde avec dédain et refuse de s'abaisser à se faire aimer de la petite société de pêcheurs. À tel point qu'il finira par être détesté de tous sur cette petite île. Encore pire, on le dira parfaitement idiot, prétentieux et incapable de rien. On parlera derrière son dos à chaque coin de rue. Mais malgré tous ses efforts pour s'extraire du monde des hommes, bien vite, l'image qu'on se fait de lui revient frapper à la porte de son esprit et pèse sur son humeur. Petit à petit, le monde s'infiltre. Car même le surhomme a besoin de se savoir aimer, apprécier, regarder. Même l'homme parfait a besoin du regard, ou du moins, il ne peut vivre durablement entouré d'aversion. Il y a ici une idée très en vogue chez les vendeurs de formation pour vos esprits. Vous devriez devenir des alphas, vous couper de tout jugement que l'on pourrait émettre sur vous. Car si l'on vous juge, on peut aussi vous faire tomber. On a une influence sur vous. Et voilà bien une idée insupportable. Aussi, cette phrase se répand de plus en plus. Mais moi, je ne juge pas. Autrement dit, en réalité, je ne veux pas qu'on me juge. J'ai 2 nouvelles pour vous. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise d'abord. Tout le monde juge, tout le temps. La bonne, nous en avons terriblement besoin d'être jugés. Le surhomme veut s'extraire du jugement perpétuel du monde. Au début, je croyais qu'il le faisait par un véritable dédain de ses semblables. Mais je crains que les choses ne soient pas si nobles. Comme écrit Albert Camus, ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. Axel Borg essaya de se rendre sourd aux paroles des pêcheurs le concernant. Et malgré ses efforts, les paroles entendues le mordaient, le salissaient, le blessaient. D'anciens doutes sur lui-même se réveillaient progressivement. Tous ces individus, prétendant se couper du jugement du monde sur leur petite personne, au fond, ont simplement peur de celui-ci, sont terrifiés comme Axel qu'on puisse les soumettre. Ils sont effrayés du jugement, car ils ont peur de la soumission. Ils ne voient le monde que dans l'idée du dominant-dominé. Alors, ils s'isolent dans leur forteresse de pensée, loin du jugement du monde sur eux.
jugez-moi, je vous en prie, mais les yeux dans les yeux. Usez-moi de vos jugements. Ainsi, vous juge, vous vous grandissez, et moi jugé, j'apprends. Jugez-moi encore et encore, car j'en ai terriblement besoin, tout comme vous. Rendez-moi dépendant, comme vous l'êtes de moi, par votre amitié, par vos jugements, par votre compagnie. Encore et toujours, le lien libère. La mort d'Hercule. L'origine de la folie d'Axel Borg vient d'une rencontre. Une jolie journée ensoleillée sur une des îles de l'archipel, alors qu'il se livre à une autre de ses marches contemplatives, il rencontre, dans le revers d'une crique, une femme et sa mère. Très rapidement, il se prend de passion pour la jeune femme, oublie tous ses préceptes sur la nécessité de l'élévation de l'esprit, sur le refus de la chair, sur la nécessité de concentrer sa vie au travail de la raison et de se dégager des passions. L'homme, d'un stoïcisme admirable, le génie, que rien ne touche, se laisse comme un enfant, embarqué dans une terrible passion amoureuse que rien n'explique. Il tentera bien, la tête entre les mains, de se persuader qu'il n'est point épris d'elle. Mais vous le savez bien, le cœur est sourd au cri de l'esprit. Cet amour marquera le début de sa débâcle qui le mènera, petit à petit, à sa mort. Disons-le, ce qui ruine le surhomme, c'est presque à chaque fois sa volonté de s'extraire du règne du sentiment, qui brutalement, et non sans un certain cynisme, se retourne contre lui. Pensez à la mort d'Hercule, le surhomme parmi les surhommes, le dieu de la force et de la prudence, celui qui traversa 1000 épreuves, la tête haute, pour finir par succomber, victime d'une ruse malsaine et d'une passion amoureuse dévorante. Voulant traverser un grand fleuve en crue, accompagné de son épouse, Hercule remit cette dernière à un centaure pour qu'il l'aide à traverser. Ce dernier en profita pour se ruer sur elle. Hercule l'abattit d'une flèche, trempée dans le sang de l'hydre déjà abattu. Mais avant son dernier souffle, le centaure agonisant glissa à l'oreille de l'épouse d'Hercule de recueillir son sang, qui pourrait lui servir, sait-on jamais, d'élixir d'amour pour conquérir le cœur d'Hercule pour l'éternité. La femme s'exécuta, et bien plus tard, lorsqu'elle eut à craindre que son amour ne tombe sous le charme d'une autre femme, elle enduit la tunique d'Hercule du sang du centaure. Lorsqu'Hercule revêtit le vêtement, sa peau commença à se détacher, jusqu'à finir par en mourir. La pauvre femme se tua de chagrin. Au sang du centaure s'était mélangé le sang de l'hydre. Ce qui tue Hercule, comme Axel, ce n'est pas le combat, mais l'insidieux, l'imprévisible, la passion, le sentiment essentiellement mauvais ou la vengeance. Si les grands héros, les surhommes des récits, meurent souvent de la passion, je pense qu'il ne faut pas y voir une mystification du danger autour de la figure féminine, mais quelque chose de beaucoup plus profond. La femme n'est qu'un symbole dans tous ces mythes, celui du retour du sentiment et du chaos, contre lesquels aucune arme, aucun stoïcisme ne pourra jamais nous protéger. Il y aurait bien des choses à dire sur cette conception de la méfiance sentimentale qui nous conseille de positionner un garde à l'entrée de nos esprits, contrôlant l'accès aux sentiments bienvenus et à ceux refusés d'emblée, comme si nous pouvions le faire. S'il y a bien une chose sur laquelle la psychologie, la psychanalyse, les études cliniques et la poésie se rejoignent, c'est sur la certitude que le sentiment jamais ne meurt. Il trouve un autre chemin. Il s'enquiste et généralement pourrit assez mal. L'homme apprend au contact du sentiment.
Il pleure aujourd'hui pour sécher ses larmes demain. Il s'éprend et se jette sous les flèches de la mesquinerie pour pouvoir demain les esquiver. Le surhomme, derrière son épaisse armure, perd contact avec les hommes, avec les tourments que l'amour et que la passion créent, avec ce qu'il y a de perfide dans nos natures, et souvent meurt de ce qu'il ne comprend plus que trop mal, s'en étant éloigné par prudence ou par dédain. La réalité du monde parvient au surhomme uniquement dans son échec, et il est généralement trop tard. Alors, nous concernant, gardons une faille dans nos cuirasses stoïques, étudions bien sûr les sentiments et les passions les plus basses, mais acceptons même parfois d'en être victimes. Ne nous illusionnons pas de trop sur notre capacité à refuser le sentiment. L'intrusion de Pandore. Vient enfin le troisième et dernier enseignement. Le surhomme vit toujours dans la mystique qu'il s'est lui-même construit, selon des valeurs qu'il hisse au-delà de tout. Il vit de ses exploits, de sa légende, ou pour Axel, de sa haute considération de l'intelligence, du type humain supérieur. Il construit, pierre après pierre, la forteresse de son esprit, comble chaque étagère d'une flopée d'ouvrages, barricade toutes les portes de l'intrusion, du doute. Le surhomme est le type le plus abouti de l'introspectif. Selon le grand commandement nietzschéen, il forge sa propre culture supérieure. Axel suit ses préceptes à la lettre. Mais ce faisant, il devient fragile. Je m'explique. Il y a un risque gigantesque à penser en système, à créer de manière parfaitement éthérée et aérienne de grands principes pour son esprit. Car cette tour est d'autant plus bancale qu'elle est grande. Ainsi, la moindre anomalie, pouvant être un sentiment non compris ou une passion insistante, comme nous le disions, risque de faire s'écrouler le surhomme. C'est ça. Le surhomme est continuellement au bord du gouffre. Et la moindre contrariété, le moindre tressaillement, qui entrerait en contradiction avec l'idée qu'il se fait de la vie, ouvre une immense boîte de Pandore. Le surhomme tient debout grâce à la mystique, réelle ou fictive, qu'il s'est construit autour de valeurs qu'il tient pour l'essence de son être. Or, ne nous y trompons pas. Nous sommes bien plus que nos valeurs. Nous sommes tout autre chose qu'elles, que nos convictions. Nous ne pouvons risquer de nous dissoudre avec elles si notre monde est remis en cause. Le surhomme ne tient, lui, que par ses valeurs. Il sombrera avec elles lorsque le monde les mettra brutalement en doute. Et croyez-moi, je ne sais pas grand-chose de la vie, mais je sais une chose, elle ne manquera pas de vous faire douter. Concluons. Le surhomme meurt en 3 cris. Il dit « Je suis trop loin et trop bon pour que le monde me juge ». Ajoute « Le sentiment est une idée d'esprit faible ». Et termine par hurler « Mais pourquoi ? Le plan n'indiquait pas cette situation. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. » Au fond, le surhomme n'a pas sa place dans le royaume des hommes. Il n'a pas été construit et pensé par Nietzsche pour être incarné. Le ramener dans le royaume de la chair et de l'imperfection des hommes est une faute, aussi bien morale qu'intellectuelle. De manière générale, la poursuite des archétypes est un jeu dangereux. Le surhomme ne peut vivre que dans le royaume des dieux, ou ne pas vivre. Nous sommes contraints de vivre chez les hommes. Aussi, nous devons accepter ces réalités, celles du jugement, du sentiment, et être capables de nous dissocier de nos valeurs pour ne pas risquer l'effondrement du surhomme. Nous ne devons jamais oublier qu'avant toute idée de conquête, la volonté de puissance nietzschéenne
se juge sur notre capacité à nous maintenir en vie. Et si, dans notre siècle, la meilleure manière de survivre était de se jouer des convictions, de jongler avec les idées, de les effleurer des doigts, mais sans jamais leur accorder le sérieux qu'elles nous ordonnent pourtant de leur offrir. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude, je me suis en tout cas beaucoup amusé à l'écrire. Si vous souhaitez accéder et peut-être lire le roman de Strindberg, je ne peux que vous le conseiller, il s'agit d'un de mes romans préférés, et je pense qu'avec ce petit épisode sur la psychologie et la chute du surhomme, vous aurez de quoi le lire encore plus passionnément, du moins j'espère. Par ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le travail de mon ami Au Secours Artwork qui a réalisé l'illustration de fond de ce podcast. Son Instagram est dans la description. Me concernant, si vous souhaitez me soutenir, vous trouverez encore une fois en description mon lien Patreon ainsi que tous mes autres liens utiles, mon Instagram, etc. etc. Il est l'heure pour moi de vous dire à la prochaine.